Bien. Bon, bonjour à tous. Donc voilà, le topo que je vais vous faire est au sujet de la médecine prédictive, les enjeux de la biologie moléculaire au service de l'oncohématologie. Alors, quand j'ai vu le titre, je me suis dit la vache, pour faire simple, parce que là, c'est un sujet, là aussi, très simple. Mais bon, je vais essayer de vous faire un petit point sur la situation qui a énormément évolué depuis ces 6 dernières années, surtout, et de vous resituer un petit peu les choses. Donc je vais le faire à la main peut-être. Hop. Donc la biologie moléculaire et la médecine prédictive s'inscrivent dans un concept de médecine personnalisée. Et qui dit médecine personnalisée dit aussi thérapie ciblée. Donc juste pour vous rappeler que les choses, tout à l'heure Jacques Olivier disait que thérapie ciblée est quelque chose de très, très large, mais que les choses ont pas mal évolué entre la chimiothérapie conventionnelle qui, vous le savez, diffuse dans l'organisme, mais une action qui est généraliste et qui va toucher des mécanismes divers et variés, partagés par certaines cellules en prolifération et pas que les cellules cancéreuses. Et puis le but de la thérapie ciblée, même s'il y a une diffusion dans l'organisme, c'est d'arriver à cibler justement les cellules qui nous intéressent, les cellules cancéreuses ou leucémiques. Alors cette médecine de précision dont on vous parle depuis quelque temps passe en tout cas par des connaissances importantes concernant la physiopathologie. C'est à partir de ces connaissances que l'on va pouvoir développer une thérapie ciblée. Et puis une phase très importante, c'est qu'à partir du moment où on utilise cette thérapie ciblée, eh bien c'est tout le suivi et des patients et le pronostic qui va permettre d'enrichir les connaissances et de pouvoir affiner cette médecine de précision. Donc, malgré tout, ces thérapies ciblées, elles ont des limites, puisque d'une part, il va falloir identifier les patients qui peuvent prétendre à ces thérapies ciblées. Ensuite, il peut y avoir des effets indésirables, alors tout ce qu'on appelle l'effet off-target, c'est hors cible, et on a quelques exemples. Et puis enfin, même si ce sont des thérapies ciblées sur un mécanisme physiopathologique qui a été décrypté, eh bien, il peut y avoir des résistances. Dans tous ces éléments, toutes ces phases, toutes ces limites, eh bien, des biomarqueurs, en général biologiques, sont importants. Mais là aussi, on appelle biomarqueur, en général, plus précisément, une molécule qui est fortement associée à des critères patients, c'est ce qu'on appelle la fiabilité. Ensuite, qui soit facilement prélevable, notamment dans le sang, et puis qui va influencer la prise en charge. Ceci étant dit, je vous propose le plan suivant. Je vais vous présenter le premier cas de médecine de précision qui a été développé en médecine, c'est celui de la leucémie myéloïde chronique. Et puis j'ai choisi de vous présenter l'évolution de l'accès de la médecine personnalisée pour ce qui concerne la leucémie aiguë myéloïde, puisqu'il y a eu quand même des évolutions dans la physiopathologie et dans la prédisposition à cette pathologie qui sont vraiment importantes et qui préjugent d'une évolution dans nos façons de les prendre en charge, même si je ne suis pas un spécialiste de la LAM. Donc, pour le modèle de l'LMC, et pourquoi je vous en parle, c'est parce que c'est effectivement un vrai modèle relativement simple en cancérologie. Pour ce qui concerne la physiopathologie, donc pour ceux qui sont peut-être pas à l'aise avec ce type de pathologie, je vous rappelle que la leucémie myéloïde chronique est la conséquence d'une translocation 922 qui va mettre bout à bout deux gènes qui normalement n'ont rien à faire côte à côte, c'est le gène BCR et ABL, et pouvoir produire un transcrit chimérique qui va produire une protéine chimérique avec une activité tyrosine kinase constitutive. C'est en fait quand on a pu décrypter ce mécanisme qu'on a pu imaginer que cette fameuse protéine que vous avez ici et qui va phosphoryler tout ce qui se passe à sa portée, ou presque, dans la cellule, pourrait être une cible thérapeutique, et c'est le développement de la thérapie ciblée.
Des molécules ont donc été, des petits peptides ont été produits. Et pour remplacer ici, au niveau de cette poche catalytique, eh bien, on remplace par un médicament, au lieu de cette poche-là, on remplace par un médicament. L'imatinib était le premier produit commercialisé, mais depuis, on a un certain nombre de générations d'inhibiteurs de tyrosine kinase qui ont été développés, et vous avez vu l'efficacité de ce type de classe médicamenteuse, puisque ici vous avez le protocole IRIS par rapport au protocole que nous avions à l'époque, et vous voyez un petit peu la différence en termes de réponse thérapeutique, avec la réponse cytogénétique complète, et puis vous voyez ici que là aussi les lignes en rose correspondent au protocole IRIS. Vous voyez que la probabilité de survie n'avait rien à voir avec ce que l'on connaissait auparavant. Et aujourd'hui, on estime que pour la leucémie myéloïde chronique, la survie est comparable à une population témoin, même âge, même sexe. Donc, ça a été une révolution pour la prise en charge de cette pathologie. Et puis, alors là, ce qui est important, c'est de comprendre tout l'impact que ce type d'approche a sur la prise en charge, ce que l'on développe en parallèle pour le suivi des patients. En effet, on s'est aperçu, d'abord il a fallu améliorer nos outils, parce que quand ce produit est sorti au début des années 2000, eh bien, nous n'avions pas en place les outils comme la QRT-PCR que vous connaissez aujourd'hui, qui quantifie le transcrit de la même façon qu'aujourd'hui. Et on s'est aperçu que puisque ces produits sont particulièrement efficaces, il nous faut aussi des outils particuliers pour évaluer la maladie résiduelle. Or, il y a une maladie résiduelle systématique chez ces patients et pendant plusieurs années, même après plus de 5 ans de traitement. Cela nous a permis collectivement, et c'est notamment nos collègues bordelais qui étaient à la manœuvre pour cela, de standardiser la technique de QRT-PCR. Et puis ici, vous avez un schéma classique pour cette pathologie où on met d'un côté le nombre de cellules correspondant à la masse tumorale, les réponses au milieu, et puis ici, la diminution du ratio BCR-ABL sur le gène de ménage, qui est considéré comme le gène ABL. Et vous voyez que vous avez une diminution, mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est les études cliniques qui nous ont permis d'identifier un seuil, le 0,1%, en deçà duquel il fallait descendre pour protéger les patients contre une transformation en leucémie aiguë. Et nous sommes bien dans une médecine prédictive, puisqu'on identifie un seuil qu'il faut atteindre sur un plan clinique. Il y a vraiment une application clinique. Non seulement ça, mais à partir de cette maladie résiduelle, on s'est aperçu que si on arrêtait le traitement lorsqu'on ne détecte plus la maladie, au bout de 2 ans, là aussi c'est les Bordelais qui étaient en première ligne, eh bien malheureusement on avait une rechute des patients dans à peu près 50% des cas, et des Français toujours ont montré que, pour la première fois, que alors qu'on ne les détectait plus, parce qu'ils sont en dessous du seuil de détection, certaines cellules persistaient dans la moelle osseuse et étaient responsables de la rechute. C'est donc la définition des cellules souches leucémiques. Donc tout ça a demandé les 20 dernières années d'évolution, et aujourd'hui on sait qu'il y a aussi des résistances d'un sous-clone de la LMC, et donc vous voyez qu'on rejoint le problème de l'hétérogénéité intraclonale, et on sait que dans les résistances, il y a des mutations de la cible, puisque du coup des mutations de BCR-ABL font que le médicament ne va plus pouvoir toucher sa cible, en raison de modifications conformationnelles notamment. Mais ces mutations de cible, finalement, ne représentent qu'une minorité de cas à la phase chronique, c'est à peu près entre 20 et 30%, et la majorité des cas de résistance sont indépendants de BCR-ABL. Aujourd'hui, du coup, les efforts se concentrent sur cette sous-population et leurs mécanismes de résistance pour pouvoir développer des stratégies combinatoires et essayer d'être plus efficaces. Et cela demande également de développer de nouveaux biomarqueurs. Donc l'ALMC a permis le modèle de l'ALMC a permis des progrès considérables, et on a aujourd'hui un arsenal thérapeutique qui est très important, avec 4 générations de thérapies ciblées. Le challenge aujourd'hui pour cette maladie, on en est là, donc c'est pour vous dire, c'est que c'est surtout essayer d'augmenter la proportion de patients chez qui on peut arrêter le traitement et qui ne vont pas rechuter. Donc on n'en est plus à se dire il faut éviter la transformation en leucémie aiguë. Mais l'ALMC est un modèle relativement simple.
Tout d'abord parce qu'une seule anomalie génétique est a priori considérée comme responsable de la leucémie myéloïde chronique. Ensuite, il y a une corrélation directe entre la quantification du transcrit BCR-ABL et la masse tumorale. Et puis, la réduction de la masse tumorale a un impact, enfin, en tout cas, une valeur prédictive vraie sur la survie du patient. Donc, tout ça fait que c'est, entre guillemets, relativement simple, et ça reste un modèle intéressant à étudier. Alors, qu'en est-il des autres hémopathies ? Alors, les autres hémopathies, ces dernières années, si vous avez lu un petit peu la presse médicale qui s'occupe de l'hématologie moléculaire, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu être développées, et notamment en raison de l'avènement des nouvelles techniques de séquençage qui permettent de faire une analyse extrêmement large d'une part, en un temps très court par rapport à ce qui existait avant, et puis à un coût raisonnable. Le coût raisonnable, c'est encore à discuter, mais en tout cas, par rapport aux techniques dont nous disposions. Et donc, les connaissances sur l'oncogénèse ont progressé en parallèle. Alors, je vais me focaliser sur le leucémie aiguë myéloïde parce que il me semble que c'est les évolutions les plus importantes. Donc, comme vous le savez, le leucémie myéloïde est la conséquence d'une expansion clonale de précurseurs myéloïdes avec un arrêt de différenciation. C'est un ensemble très hétérogène, puisque du coup, on les classe en fonction du type de précurseur qui prolifère, et vous avez ici un certain nombre d'exemples de précurseurs qui correspondent à chaque type de leucémie aiguë myéloïde. Mais à partir de cette classification initiale de type FAB, eh bien, les choses sont en train d'évoluer, probablement vers une classification qui est plus moléculaire. Les nouvelles techniques de séquençage, je n'ai pas repris différents papiers, je vais vous donner ensuite des résultats, ont mis en évidence qu'à côté des anomalies que l'on connaissait, il existait de multiples mutations génétiques chez ces patients, en tout cas dans les cellules de leur leucémie, et que la majorité de ces mutations étaient considérées comme ayant peu d'impact sur l'aspect fonctionnel des cellules, c'est ce qu'on appelle les mutations passagers. Et par contre, certaines d'entre elles sont considérées comme ayant un impact fonctionnel important, et c'est ce qu'on appelle les mutations driver ou directrices ou conductrices, comme on le souhaite. Si on prend un exemple d'une publication, alors vous allez voir, toutes les publications que je vous montre, la plupart, c'est des New England Journal of Medicine, et relativement récentes, celle-ci dans le JCO, c'est pour donner un exemple, avec une évaluation des mutations dans des patients donc, qui ont une leucémie aiguë myéloblastique, et vous voyez que effectivement, nous avons trouvé, comme ce que nous avions l'habitude de chercher d'ailleurs, des modifications de facteurs de transcription, et puis également, bien sûr, des oncogènes ou des suppresseurs de tumeurs. C'est un petit peu les cibles préférentielles qui intéressaient les hématologues. Mais à côté de cela, surtout, ce qui a été vraiment important, c'est qu'on s'est aperçu que des gènes touchant d'autres systèmes étaient mutés. Et ici, vous avez en rouge, par exemple, tous les gènes qui correspondent à des gènes impliqués, des acteurs de l'épigénétique. Ici, des gènes impliqués dans le spicéosome, ce qui permet l'épissage alternatif des ARN, et puis enfin des gènes impliqués dans le complexe coésine, qui est un système qui permet de maintenir les chromosomes au cours de la division cellulaire. Et donc ça a beaucoup élargi la vision que nous avions de ce type de pathologie, et en même temps nous a fait poser d'autres questions, on va le voir par la suite. En tout cas, la conclusion, c'est que la leucémie aiguë myéloïde est un phénomène multi-événementiel et qui a une notion de contexte moléculaire LAM. Ici, vous avez une étude importante. Alors, j'attire votre attention sur le nombre de patients que vous allez voir pour certaines études, 1540. Ça vous donne une idée de l'ampleur des études, de ce consortium qui est européen et nord-américain. Et vous voyez que 5234 mutations driver ont été identifiées, avec une mutation driver chez 96% des patients, et puis plus de 2 mutations dans 86%, donc quelque chose de relativement fréquent. Mais pour aller plus loin, je ne vais pas donner de détails sur les gènes, c'est surtout que ces mutations, en plus, ne se font pas au hasard.
Il existe des associations de mutations qui sont préférentielles. Vous avez ici un certain nombre de mutations, et certaines correspondent en fait à des mutations concernant l'épigénétique. Et puis il y a des associations qui sont mutuellement exclusives, c'est-à-dire quand on a l'une, on n'a pas l'autre. Et puis ça va même, c'est encore plus fin que ça, puisque du coup, une mutation ponctuelle au niveau de deux acides aminés différents d'une molécule peut aussi entraîner des associations différentes avec d'autres mutations. Donc, ces profils mutationnels ne se font pas au hasard, et il y a une espèce de dérégulation qui s'installe et qui est relativement complexe. Les dernières choses, c'est que l'apparition de ces mutations est séquentielle dans le temps, et que certaines mettent en place une espèce de terrain sur lequel va apparaître la leucémie, et ensuite d'autres permettent à la leucémie de s'expandre, enfin aux cellules leucémiques de s'expandre. Alors, je ne peux pas faire autrement que de faire un rappel sur l'épigénétique, ce qui est un numéro d'équilibriste un peu difficile. Alors voilà quelque chose qui est un peu compliqué, je vais faire comme Jacques Olivier, c'est compliqué, mais je vais essayer de vous le simplifier au maximum. Juste pour rappel, notre génome il est organisé en deux couches. Une couche qui correspond à l'ADN, qui peut être considéré comme un texte informatique. Et puis dessus, il y a une deuxième couche qui va faire des modifications chimiques de cet ADN, qui va faire en sorte que ce texte informatique va être lu ou pas, qu'il y a des mots qui vont être lus ou sautés parce qu'ils ne peuvent pas être lus par le système de lecture. Donc cet ADN, vous l'avez ici en rose, enroulé autour de ces espèces de boules rouges qui sont les histones, ce qu'on appelle, je vais en reparler, et vous avez un système avec, aujourd'hui on distingue les molécules qui écrivent ces marques chimiques, d'autres qui les lisent, et puis d'autres qui les effacent. Cette écriture chimique est essentiellement basée sur la méthylation de l'ADN pour ce qui est des modifications directes de l'ADN. Vous avez ici un ADN méthylé qui apparaît en jaune dans ce schéma, non méthylé qui est en bleu ici, et vous voyez que certaines enzymes vous permettent de passer de l'un des statuts à l'autre. Et à gauche, cela correspond à un état dans lequel les gènes ne sont pas exprimés, à droite, l'état dans lequel les gènes sont exprimés. Le deuxième mécanisme de cette couche de contrôle de l'ADN, ça va être essentiellement les histones dans ce schéma, qui sont les boules rouges que vous voyez ici. Et en fait, la modification de ces histones vont modifier la chromatine et l'accès des gènes par la machinerie de lecture. Cette régulation épigénétique, elle est majeure parce qu'elle conditionne alors, non seulement l'expression des gènes selon nos organes, mais également, dans l'hématopoïèse, elle va conditionner l'expression des gènes en fonction de la différenciation et des hiérarchies cellulaires. Automatiquement, vous aurez compris qu'elle va être modifiée de toute façon, puisque, par exemple, dans les leucémies, on a un arrêt de différenciation, alors que l'ADN est, entre guillemets, le même ou quasiment que les cellules normales. Donc tout ça pour vous illustrer que lorsqu'on regarde les différentes molécules qui sont impliquées dans un passage d'un statut à l'autre, vous allez reconnaître un certain nombre de molécules, TET2 par exemple, IDH1, 2, des molécules comme ASXL1, etc., qui sont impliquées dans cette régulation et qui sont aussi sujets de mutation dans les leucémies aiguës et notamment leucémies aiguës myéloïdes. Donc, il y a une dérégulation de tout ce système. Alors, à titre d'exemple, je vais vous donner résumer ce qui a été découvert pour IDH1 et IDH2. Et vous allez voir que, justement, en comprenant les mécanismes physiopathologiques, on peut développer une thérapie ciblée. Donc, les mutations d'IDH1 et d'IDH2 sont récurrentes dans les LAM à karyotype normal. Vous voyez que ça concerne 12% des cas. Il y a une mutation qui est plus fréquente que l'autre, qu'importe, mais avec un mécanisme qui est un peu particulier, puisque cette enzyme est impliquée dans le cycle de Krebs que vous avez ici. Alors, on ne va pas réviser le cycle de Krebs, mais c'est juste que la molécule qui est wild type ici a une certaine action entre deux composants, mais la molécule qui est mutée va avoir une activité néoenzymatique et va produire un métabolite qui va être un métabolite oncogène, qui est celui-ci et qui s'appelle le R2HG, et qui va avoir un tas d'impacts, notamment sur les molécules épigénétiques comme les enzymes TET,
et c'est notamment ce qui va être responsable de l'arrêt de différenciation. Donc, à partir de cet exemple, eh bien, et puis c'est une mutation précoce dans l'évolution des LAM. À partir de cet exemple, a été développé un inhibiteur de cette enzyme, donc qui s'appelle l'énasidénib, c'était l'AG221, qui a fait l'objet d'études de phase 1-2. Et puis, on s'aperçoit que dans ces études, c'est intéressant parce que rien que ce médicament permet d'avoir une rémission complète dans 19% des cas, une réponse dans 40%, avec une augmentation de survie. C'est un produit relativement bien toléré. Et donc, voilà le type de renseignements que l'on peut obtenir et de développement à partir de connaissances de la physiopathologie. Alors, toutes ces connaissances sur l'hématologie moléculaire ont un autre impact, c'est que quid de l'évolution de la classification des LAM. Alors, il y a un papier qui est assez très intéressant, qui a été publié en 2016, où on peut voir qu'une étude a été faite en corollaire avec les anomalies que l'on connaissait, notamment les différentes translocations anomalies chromosomiques, et vous voyez qu'un certain nombre d'anomalies moléculaires a pu être identifié. On évolue du coup vers d'autres sous-groupes de LAM, et notamment des LAM qui ont des anomalies de la machinerie épigénétique. Donc, on est en train d'évoluer vers une classification moléculaire qui a été reprise par le papier de recommandation de l'ELN en 2017, à partir de ce papier de 2016. Et puis, ça, c'est pour classer les LAM. Mais qu'en est-il sur le pronostic? Ça, c'est un travail qui reste à faire et qui demande, du coup, des évaluations à grande échelle. Malgré tout, quel est le rôle de ces profils génétiques sur le pronostic? Et on voit que dans cette étude, si vous regardez ces différents graphes avec la proportion de survie, vous voyez que lorsqu'on a, par exemple, des anomalies qui touchent la chromatine et le spicéosome, eh bien, le pourcentage de survie est faible par rapport à d'autres anomalies, même NPM1, qui est une autre anomalie possible, et qu'on a, en fonction du nombre de mutations touchées, eh bien, un pronostic de plus en plus péjoratif, et que la notion d'association d'anomalies joue un rôle aussi. Et ici, vous avez, par exemple, AS6I1 et puis SRSF2. Vous voyez que lorsqu'il y a l'association des deux mutations, vous avez un pronostic qui est péjoratif par rapport à ou l'une ou l'autre, ou pas d'anomalie. Et c'est un petit peu la même chose pour les autres exemples qui sont ici, et notamment cette DNA méthylase. Donc, prise en compte dans l'évaluation initiale des patients, c'est encore à voir en pratique quotidienne comment on peut faire. Alors, tout ça, c'est très bien, mais si on se focalise sur la médecine prédictive, remontons un petit peu en amont du diagnostic de leucémie aiguë myéloïde. En effet, la phase pré-leucémique était quand même peu connue. Et est-ce que certaines de ces mutations préexistent-elles avant le diagnostic de la LAM? Et ça, c'est vraiment un petit peu la révolution de ces dernières années. En fait, on s'est aperçu que, et notamment alors à partir de 2 papiers de 2012 fondateurs, mais surtout 3 gros papiers publiés en 2014, qu'on pouvait détecter des hématopoïèses clonales chez des gens qui ne présentaient pas encore de leucémie et qui n'en présentaient pas. Donc, c'est ce qu'on appelle les clonal hematopoiesis of indeterminate potential, et donc les CHIP. Et vous voyez ici que le nombre de patients a été assez important, parce que vous avez 2728 patients, 12 380, 17 182, donc des études très importantes, et qui montraient que l'hématopoïèse clonale, on pouvait découvrir une hématopoïèse clonale entre 2 et 18% de la population. Et j'ai pris l'exemple de cette étude de Génovese sur une cohorte suédoise, et vous voyez que on retrouve à nouveau méthylation, spicéosome touché, la réparation de l'ADN, donc ces nouveaux gènes que l'on a vu muter, enfin ces nouveaux gènes, ces gènes que l'on a vu, que l'on a découvert muter dans la LAM, on les découvrait chez ces patients
qu'ils augmentaient avec l'âge, et de façon importante, et vous voyez notamment entre 55 et 65 ans, vous voyez l'augmentation, or ça correspond également à l'augmentation d'incidence des hémopathies. Et puis enfin, on s'est aperçu que ce clone était une prédisposition aux hémopathies et aussi aux maladies cardiovasculaires, et que vous avez ici la probabilité sans hémopathie. Quand vous avez une hématopoïèse clonale ou pas clonale, vous voyez un peu la différence. Et puis ici, il y a des autres ratios qui ont été calculés en fonction de une mutation, deux mutations. Et donc, plus il y a de mutations et plus on a un risque de présenter une hémopathie. Et non seulement ça, mais il y a également la taille du clone qui est importante et qui peut être aussi, qui était aussi prédictive de ce qui va se passer. Donc, il s'agit d'une accumulation de mutations somatiques avec l'âge. La majorité sont des mutations passagères, comme on avait dit, mais enfin, un certain nombre correspondent à des mutations driver. Et puis, cette prédisposition aux hémopathies et aux maladies cardiovasculaires entraîne même une diminution donc, de la survie chez les patients qui ont cette hématopoïèse clonale. Et donc, aujourd'hui, cette hématopoïèse clonale est considérée comme un état pré-leucémique, avec une transformation, une apparition d'une hémopathie dans 0,5 à 1% des cas, et bien un petit peu comme une MGUS pour l'apparition d'un myélome. Et puis, dernière étape, c'est très bien, mais est-ce qu'on peut vraiment prouver qu'il y a un lien avec les leucémies aiguës myéloïdes? Et il y a deux papiers récents très importants qui viennent de sortir et qui ont identifié dans des cohortes, à partir de biobanques constituées, pour d'autres raisons, des patients qui ont présenté des leucémies aiguës myéloïdes, pour lesquels nous avions les échantillons à peu près 6 ans pour l'une étude, 9 ans pour l'autre, avant le diagnostic, pour voir quelles étaient les caractéristiques de ces patients. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du whole exome qui a permis de faire le décryptage, ce qui a été choisi, c'est une approche de NGS, mais avec ciblé, c'est-à-dire sur les gènes d'intérêt, et de voir ce qui se passait entre ces patients qui ont présenté les leucémies aiguës myéloïdes, et puis ceux qui étaient dans la même cohorte et qui n'ont pas présenté ces leucémies aiguës myéloïdes. Et là, on s'aperçoit que l'hématopoïèse clonale est plus fréquente lorsque les patients, dans le passé des patients qui ont présenté ces leucémies aiguës myéloïdes, qu'il y avait bien une augmentation du nombre de mutations, qu'il y avait bien une augmentation également de la taille des clones, et un certain nombre d'observations ont été faites. Et puis, ce qui est peut-être intéressant pour la suite, c'est qu'il y a peut-être un impact sur l'hémogramme, puisque même la distribution des rouges est modifiée lorsqu'il y a une hépatopoïèse clonale suffisante pour prédisposer aux leucémies aiguës myéloïdes. Or, le RDW, j'imagine que très peu d'entre vous regardent ce résultat sur un hémogramme, et moi compris la plupart du temps. Ces études ont fait l'objet d'un édito dans la même revue, Nature Medicine, et là vous voyez que c'est résumé ici, et vous voyez que en fait la probabilité de présenter une leucémie dépend de la présence de mutations somatiques, plus d'une mutation somatique sur un gène ciblé, les mutations dans le système épigénétique, les mutations qui sont des facteurs de risque, et puis enfin la taille des clones qui est exprimée par le VAF, que vous verrez, c'est la fréquence de l'allèle muté. Et donc aujourd'hui, la question est de comment prendre en compte ce type d'informations. Alors pour aller jusqu'au bout du bout, très bien, on a ces anomalies, mais du coup, est-ce qu'elles peuvent nous rendre service pour évaluer la réponse thérapeutique? Et là, c'est un petit peu complexe également. C'est aussi un papier très récent qui vient de sortir. Vous voyez que ici, vous avez des LAM pour lesquels on a prélevé à J0 les cellules, on a prélevé à J30 pour ceux qui étaient en rémission complète, et vous voyez que les barres qui sont en bleu correspondent au J0,
AJ30, vous voyez que certains gènes, notamment DNMT3A et puis IDH2, eh bien, restent très élevés, parce que probablement que la mutation a lieu dans l'aspect clonal des choses, et c'est ce qui est exprimé juste après par ce schéma, c'est-à-dire que vous avez des mutations qui apparaissent qui sont dans l'ensemble ou presque de l'hématopoïèse, et d'autres mutations qui vont être que dans le clone tumoral, et le distinguo entre les deux n'est pas aujourd'hui très très simple à organiser. Cette quasiment dernière diapo pour vous montrer que je vous ai parlé des LAM, mais il y a beaucoup de choses qui sortent sur les syndromes myodysplasiques, et avec ce qui est intéressant, l'association entre certaines mutations et le phénotype. Bon, vous connaissez certainement l'association entre SF3B1, qui est une molécule du spléciosome, et puis l'anémie sidéroblastique. Maintenant, elle doit être recherchée systématiquement. Mais il y a d'autres associations, vous pouvez le voir, qui sont maintenant reconnues et qui donc peuvent aussi aider à classer les patients. Donc, en conclusion, les hémopathies, en particulier aiguës, sont la résultante de multiples mutations génétiques. Un profil de mutation peut représenter donc une nouvelle carte d'identité et avoir une valeur prédictive en fonction pour la réponse thérapeutique, l'évolution. Et vous savez que l'utilisation quotidienne, quasi quotidienne des panels NGS et le développement dans les différents centres permettent de suivre ces patients et de mieux les classer. Certaines de ces anomalies représentent de nouvelles cibles et sont l'objet de développement de thérapies ciblées. Et puis, on l'a vu, certaines anomalies correspondent à un terrain précancéreux. Alors, dernière diapositive, les perspectives et les challenges. Eh bien, aujourd'hui, il faut que l'on continue à acquérir des connaissances sur ces mécanismes, bien évidemment. Par contre, cela fait appel à des grandes séries. Vous avez vu les séries qui ont été publiées. Comme disait Jacques Olivier, on ne peut plus travailler tout seul dans son coin, c'est impossible, mais participer à des grandes études, mais qui demandent multicentriques avec l'importance des biobanques, de la bioinformatique et des aspects modélisation. Donc on est dans un autre domaine. Les anomalies génétiques des chips, est-ce que ce sont des biomarqueurs intéressants? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème est la stratégie que l'on va adopter. On détecte une anomalie précancéreuse, je ne sais pas, au niveau du col utérus. On sait qu'un geste chirurgical peut régler le problème. Pour un cancer liquide et qui diffuse, qu'est-ce qu'on fait et comment arriver à gérer cet aspect précancéreux? Ça reste une vraie question. Et puis enfin, la relation entre certaines mutations, ce fameux profil, et le phénotype, l'évolution, la réponse thérapeutique, la survie, etc., pose un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, il faut valider les biomarqueurs sur grande série. Ça, c'est bien évident, on voit que ça ne pourra passer que par des grandes études multicentriques. On attend quand même la création d'algorithmes à un moment donné, parce que chaque praticien, s'il doit reprendre l'ensemble des littératures pour savoir comment interpréter les choses, c'est un peu compliqué. Et puis, sur quoi on bute, c'est que, vous avez vu tout à l'heure, les 12% d'IDH1 et IDH2, il n'y en a que 40% qui répondent, ça veut dire finalement 5% de l'ensemble des LAM. Et du coup, on atteint des sous-groupes de patients qui s'apparentent à des maladies rares, et faire des études sur ces groupes pose les problématiques que nous avons sur la maladie rare, réunir assez de patients pour pouvoir avancer. Et puis enfin, décrypter les mécanismes très précoces de la prédisposition des hémopathies, et ça c'est vraiment important pour pouvoir faire de la prévention, on n'est pas encore là. Et puis ça touche également la pharmacogénomique. Je vais donner l'exemple du chip qui prédispose aux maladies cardiovasculaires. Si je reprends l'exemple de la LMC que je connais un peu, vous savez que certaines molécules des IDK prédisposent aux problèmes cardiovasculaires. Mais du coup, est-ce que le terrain sur lequel on met ces produits fait que certains patients vont pouvoir développer ce type de pathologie? C'est aussi un sujet, y compris la génétique constitutionnelle, donc personnelle du patient, hors cancer, qui pourra nous aider. Voilà, je vous remercie pour votre attention pour ce topo un peu complexe, j'entends bien.